Alors, pour les occlusions intestinales aiguës, on va commencer d'abord par la définition. Alors, l'occlusion intestinale aiguë, elle se définit comme un empêchement à la progression aborale du contenu intestinal, c'est-à-dire que le bol alimentaire, quand il descend dans l'estomac, il doit également après passer le duodénum et aller dans le tube digestif, l'intestin grêle qui fait 6 mètres de long et tout le côlon jusqu'à arriver au rectum pour sortir par la bouche. Donc ça, c'est une progression dans un tube digestif qui est creux et qui n'est pas censé avoir des obstacles. Alors maintenant, quand il y a un obstacle, que ce soit mécanique ou bien inflammatoire, c'est-à-dire ileus paralytique, là, vous avez ce qu'on appelle une occlusion à ce passage. Donc, c'est défini par un empêchement à la progression aborale du contenu intestinal. Alors, soit du fait d'un obstacle qui est mécanique, comme je vous ai expliqué, soit une faillite de l'activité musculaire intestinale. C'est-à-dire, pour que le bol alimentaire circule dans le tube digestif, il faut qu'il y ait une contraction, un péristaltisme intestinal. Et c'est ce péristaltisme intestinal dû à la contraction des muscles intestinaux qui fait que le bol alimentaire circule et avance dans le tube digestif. Et lorsqu'il y a une faillite à cette activité musculaire intestinale, on appelle ça un ileus paralytique. Il faut savoir que les occlusions intestinales aiguës est une urgence thérapeutique. Alors, urgence thérapeutique, elle est médicale et chirurgicale. On va revenir après pour ce qui est du traitement. Alors, l'occlusion intestinale aiguë, elle est à l'origine d'un syndrome douloureux abdominal aigu, c'est-à-dire il est à l'origine d'un abdomen chirurgical. Alors, le diagnostic des occlusions, il est clinique. On va commencer d'abord par l'interrogatoire. Alors, à l'interrogatoire, il faut bien sûr, après l'état civil du patient, après tout ce qui est l'âge, la profession, etc., qui sont importants, on passe au volet antécédent qui est primordial au niveau des occlusions. C'est-à-dire, on doit préciser la notion d'une chirurgie abdominale ou bien pelvienne auparavant. C'est-à-dire, est-ce que le patient a été opéré auparavant ou bien que ce soit sur le plan abdominal, par exemple une vésicule, un foie, un estomac, une appendicite, ou bien pelvienne chez les femmes. Est-ce qu'elles ont eu des césariennes? Est-ce qu'il y a eu une annexectomie ou sur l'utérus? Notion également d'un cancer, d'une néoplasie qui est traitée soit chirurgicalement, c'est-à-dire que le patient a été opéré, c'est un abdomen cicatriciel, ou bien même par radiothérapie. Il faut savoir que la radiothérapie, elle provoque un phénomène inflammatoire très, très intense au niveau du tube digestif lorsqu'il est dans le rayon, dans le champ de radiation. Et cette inflammation finit par cicatriser sous forme de fibrose. Cette fibrose va entraîner un accolement des os intestinaux et donc, par la suite, provoquer des occlusions ultérieurement. On doit préciser également la notion de maladie inflammatoire intestinale chronique, c'est-à-dire maladie de Crohn, maladie de la rectocolite ulcéro-hémorragique, tuberculose intestinale. On doit préciser également un terrain vasculaire, les artéritiques, comme ils font une ischémie périphérique, ils peuvent également faire une ischémie intestinale, intra-abdominale. Donc, qui dit ischémie intestinale, dit nécrose et donc occlusion. Alors, chez les patients, il faut également préciser soit une ou bien un patient qui a déjà une constipation chronique, mais qui est majorée ces derniers jours. D'habitude, par exemple, il lui faut 24-48 heures pour avoir un transit, mais il va vous dire, ça fait une semaine que je ne suis pas sortie, ça fait 10 jours que je ne suis pas sortie. Ça, c'est majoration d'une constipation chronique. Ou carrément, c'est un malade qui est constipé, qui est connu constipé, et puis qui vient avec des diarrhées. C'est ce qu'on appelle, c'est des fausses diarrhées de subocclusion. C'est-à-dire que c'est un patient qui a une occlusion, mais qui vide le segment d'aval, qui est le segment d'amont, qui est plutôt d'aval, le segment d'après l'obstacle qui est libre, il se vide sous forme de fausse diarrhée. Par exemple, la présence de sang également dans les selles, ou bien volontiers la présence, par exemple, d'une hémorroïde ou d'une diverticulose sigmoïdienne qui est connue.
Il faut également chercher la notion d'un traitement pris par le patient, notamment les anticoagulants, les antiparkinsoniens et les neuroleptiques. Pourquoi les neuroleptiques et le traitement? Parce que c'est des médicaments qui entraînent une atonie intestinale. Ils entraînent une paresse intestinale et donc il va y avoir des anses grêles iléales qui sont très atones et qu'il n'y a pas de péristaltisme et donc le bol alimentaire aura des difficultés à progresser et peut être à l'origine d'une occlusion intestinale aiguë. Alors le diagnostic, il est clinique. On va rechercher d'abord les signes généraux. Il faut préciser l'état général du patient. Le patient, il peut venir en état de choc s'il est vu tardivement de son occlusion, comme il peut venir en état général conservé. Donc, il faut préciser le faciès. Le faciès, il peut avoir une coloration normale, comme il peut avoir un faciès terreux, comme il peut être très pâle. Quelqu'un qui est, par exemple, en état de choc. Il faut apprécier le pouls pour voir si le patient a une tachycardie ou pas. La tension artérielle, l'état de conscience, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il est bien orienté dans le temps et dans l'espace? Et également, est-ce qu'il est obnubilé? Est-ce qu'il répond aux questions? Il faut prendre la température également du patient et quantifier, bien sûr, sonder et quantifier la durée. Tout ça, c'est des signes généraux qu'il faut préciser. Alors, lorsque le patient, lorsque le début est brutal et que la consultation est précoce, c'est-à-dire que le patient consulte dans les premières heures, alors la pâleur, l'agitation, l'accélération du pouls, la tachycardie peuvent exister, mais ce n'est pas des signes de choc parce qu'on est au début. Ils sont essentiellement dus à l'intensité de la douleur. La douleur est tellement importante qu'elle peut entraîner tous ces signes qu'on vient de citer. Maintenant, lorsque le patient consulte un stade tardif, c'est-à-dire au bout de 24 heures, 48 heures ou même 72 heures, alors l'existence de ces signes, ils ne vont pas, refléter l'intensité de la douleur, mais par contre, ils vont refléter la souffrance d'une anse intestinale qui est volvulée, ou bien carrément une déshydratation très avancée. Alors, la déshydratation très avancée, c'est un patient qui traîne son occlusion depuis 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Alors, cette anse qui souffre, elle va commencer à souffrir, elle va commencer à se nécroser, le patient va perdre des litres de sa masse liquidienne par des vomissements, par également la séquestration de liquide dans le tube digestif. Et donc, ce qui sera à l'origine d'une déshydratation très importante, cette déshydratation qui sera confirmée cliniquement par une soif, par un pli cutané, sécheresse des muqueuses, une oligurie ou bien des urines qui sont très concentrées et un état de confusion, une torpeur ou notamment, alors chez le sujet âgé, on voit beaucoup plus l'état de confusion et de torpeur. Alors, il faut également chercher la fièvre. En général, le syndrome occlusif, à son début, il n'est pas fébrile lorsqu'il est mécanique. Alors, lorsqu'il est mécanique et qu'il traîne dans le temps, la fièvre, elle peut venir. On peut avoir de la fièvre, un syndrome infectieux qui apparaît. Alors, ce syndrome infectieux, lorsqu'il apparaît dans les occlusions mécaniques euh, qui tardent à faire le diagnostic, là, ils disent, voilà, l'anse est en train de souffrir. Il y a une nécrose, il y a une infection qui est associée. Maintenant, une occlusion fébrile, c'est ce qu'on appelle une occlusion fébrile. Lorsque l'occlusion, elle est fébrile, il faut avoir une enquête étiologique particulière. Pourquoi? Parce que cette occlusion fébrile, soit elle est mécanique, et dans ce cas-là, ça signe la souffrance de cette anse intestinale, soit elle n'est pas mécanique, elle est fonctionnelle, et dans ce cas-là, elle vous dit il y a un foyer infectieux qui est dans la cavité péritonéale, auquel cas il faut aller chercher. C'est pour ça qu'on dit une enquête étiologique particulière parce que c'est lorsqu'elle est dans un élius paralytique, dans une occlusion fonctionnelle, c'est un symptôme qui signe l'infection et la présence d'une infection interne, c'est-à-dire, par exemple, une appendicite, une pancréatite. Elle peut s'accompagner d'une occlusion, mais qui est fonctionnelle. Alors, à l'examen clinique, on va commencer toujours par les signes fonctionnels. Nous avons 3 principaux signes fonctionnels. Nous avons la douleur. Alors, pour la douleur, il faut préciser le début de cette douleur. Est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'elle est progressive dans le temps? Le siège exact. Alors, le patient peut venir vous dire, j'ai mal dans toute la cavité péritonéale. Tout mon ventre me fait mal.
Mais par contre, il faut préciser au patient de vous montrer exactement le siège du début de la douleur, la localisation initiale. C'est-à-dire le patient, par exemple, peut avoir mal au début au niveau de la fosse iliaque droite, mais avec quelques heures après, la douleur, elle se généralise. Il faut également préciser l'intensité de la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est en coup de poignard? Est-ce que c'est une douleur qui était sourde, c'est-à-dire c'est une petite douleur progressive dans le temps? Le type également de douleur. Alors, le type de douleur, c'est des coliques violentes en général. C'est des coliques violentes qui signent la lutte du bol alimentaire à passer. Alors, le bol alimentaire, il doit passer dans le tube digestif. Maintenant, quand il y a un obstacle, quand il y a une tumeur, quand il y a une striction, là, le bol ne peut pas passer. Mais les os continuent à faire leur péristaltisme. Alors, ce péristaltisme va être à l'origine de coliques violentes. Et c'est ce qu'on appelle les signes de lutte, qui peuvent même des fois se voir lorsque le patient est maigre, qui peuvent se voir sous la peau. C'est des anses, des ondulations péristaltiques qui se voient même sous la peau. Et également, il faut préciser de cette douleur le mode d'évolution. Est-ce que c'est une douleur qui est intense d'emblée ou est-ce que c'est une douleur qui est progressive dans le temps, qui progresse, qui augmente crescendo dans le temps? Là, il faut faire très attention à la nécrose. Alors, deuxième signe important, c'est les vomissements. Alors, les vomissements, ils sont au début réflexes. Les vomissements sont réflexes au début face à l'intensité de la douleur. C'est-à-dire que lorsque la douleur est importante, ils sont à l'origine de ces vomissements. C'est la douleur qui est à l'origine de ces vomissements. Les vomissements au début, ils sont réflexes. Puis après, mécaniques, répétés, et ils ont un caractère modifié dans le temps. Lorsque l'occlusion est à sa première heure ou deuxième heure, les vomissements sont beaucoup plus réflexes à la douleur. Ensuite, c'est cet obstacle mécanique qui sera à l'origine de ces vomissements. D'abord, les vomissements vont être alimentaires, parce que le patient va continuer à manger, va continuer à boire, donc il va continuer à remplir son estomac qui ne se vide pas. Donc, au début, les vomissements sont alimentaires. Il va vider son estomac. Ensuite, l'estomac est vide. Ils vont devenir bilieux. Ensuite, ils vont devenir fécaloïdes. Alors, bilieux, c'est le contenu gastrique et duodénal. Ensuite, c'est le contenu intestinal, iléal et colique qui va monter jusqu'au niveau de l'estomac. Et donc, les vomissements vont devenir fécaloïdes. Alors, fécaloïdes, des selles. Alors, ces vomissements aggravent la déshydratation. Alors, la déshydratation, vous allez voir avec plus les diapos avancent plus, vous allez voir que les vomissements, c'est l'un des éléments qui sont à l'origine de cette déshydratation. En plus de la séquestration de liquide qui reste dans le tube digestif. Donc, ces vomissements vont aggraver la déshydratation, d'autant plus précoce que l'obstacle est haut. C'est-à-dire que lorsque l'occlusion est due à un obstacle, lorsque cet obstacle est haut, c'est haut situé, soit au niveau de l'estomac, soit au niveau du duodénum, ou bien au niveau de la partie proximale de l'intestin grêle, c'est-à-dire le jéjunum ou l'iléon. Là, on parle d'une occlusion haute. Alors, cette occlusion haute, les vomissements sont très précoces. Maintenant, si l'obstacle siège au niveau colique ou bien au niveau rectal, ces vomissements sont très tardifs parce qu'il faut attendre que tout le tube digestif se remplisse pour que les liquides stagnent au niveau de l'estomac et par la suite seront à l'origine de ces vomissements. Donc, plus l'obstacle est haut, plus les vomissements sont précoces. Troisième symptôme, qui est le maître symptôme et le plus constant, c'est l'arrêt des matières et des gaz. Beaucoup plus l'arrêt des gaz. Alors, l'arrêt des matières et des gaz, c'est le maître symptôme, c'est le plus constant. Il n'y a pas d'occlusion sans arrêt des matières et des gaz. Alors, c'est cet arrêt des matières et des gaz qui vont inquiéter le malade. Lorsque le malade vomit, il n'est pas très inquiet parce qu'il va prendre du primpéran. Lorsqu'il a mal, il va prendre les antalgiques et il va continuer à vivre. Mais lorsqu'il a un arrêt des matières et des gaz, c'est toujours inquiet. C'est ça qui inquiète le patient. Et c'est l'arrêt des gaz qui est primordial. Ce n'est pas les matières. L'arrêt des matières, il est moins. Pourquoi? Parce que
lorsqu'il y a un obstacle, il y a la première partie qui est en amont de cet obstacle qui est bloquée, mais la partie en aval, elle est libre. Donc, le patient, il va vider la partie libre du tube digestif et lorsque vous interrogez votre patient, il va vous dire non, j'étais à la selle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en occlusion. Ça veut tout simplement dire qu'il est en train de vider le segment libre de son tube digestif. C'est pour ça que l'arrêt des matières et des gaz, c'est le maître symptôme et c'est l'arrêt des gaz qui est plus fiable en matière d'occlusion. Il n'y a pas d'occlusion si le patient vous dit j'ai mes gaz. Je les dégage bien, mais je ne vais pas à la selle. Ça s'appelle constipation. La différence entre la constipation et l'occlusion, c'est que dans l'occlusion, il y a un arrêt des gaz. Alors maintenant, il y a les signes physiques. Alors on a interrogé bien notre patient, on a cherché les 3 signes primordiaux, douleur, vomissement, arrêt des matières et des gaz. Là, il faut examiner notre patient. À l'examen, vous avez une inspection. Alors l'inspection, vous allez chercher une cicatrice abdominale pour les malades qui ont été opérés. Il faut chercher une éventration, c'est-à-dire c'est une cicatrice abdominale de mauvaise qualité avec un défect, c'est-à-dire que l'aponévrose est ouverte et qu'il y a qui est à l'origine d'une tuméfaction, d'une voussure. Les anses vont rentrer dans ce collet, dans ce défect, et ils peuvent être à l'origine de cette occlusion. Donc, on cherche une cicatrice abdominale et on apprécie la qualité de cette cicatrice, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une éventration ou est-ce qu'elle est de bonne qualité. Alors, le péristaltisme, à l'inspection, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un syndrome de lutte. Cet intestin, il est en train de faire des péristaltismes, de pousser ce bol alimentaire pour progresser. Mais il y a un obstacle qui empêche ce bol de progresser. Mais les anses vont continuer à lutter, à faire des mouvements de péristaltisme. Et c'est ce péristaltisme que vous pouvez voir sous la peau en examinant les patients lorsqu'ils sont maigres, bien sûr. Patients obèses, vous ne pouvez pas apprécier le péristaltisme. Il faut chercher également le météorisme abdominal. Le météorisme abdominal, c'est une distension abdominale. Les anses vont se distendre au maximum. Le côlon peut arriver jusqu'à 6 cm de diamètre, 4-5 cm pour le grêle. Donc, ces anses, le grêle fait 6 mètres, le côlon il est aussi long. Donc, toute cette distension va entraîner une distension abdominale. Donc, un météorisme abdominal, c'est un ballon. L'abdomen va se transformer en un ballon plein d'air. Et vous avez les ondulations, péristaltisme, qui sont rares, mais qui sont visibles sous la peau pour les patients maigres. Alors, à la palpation, on commence toujours par palper les orifices herniaires, c'est-à-dire l'orifice inguinaux, les orifices cruraux, bien sûr, à la recherche d'une hernie étranglée. Au niveau de la région de l'aine, au niveau des racines des cuisses, vous avez l'orifice inguinal, l'orifice crural qu'il faut palper. Il faut qu'il soit libre. Votre doigt peut rentrer dans cet orifice superficiel. Si votre doigt ne rentre pas, il bloque. Si vous palpez une petite tuméfaction qui est très dure, ça signe une hernie inguinale ou bien crurale qui est étranglée et qui peut être à l'origine de cette occlusion. Il faut également chercher à la palpation une défense ou bien une douleur à la décompression. Pourquoi une défense? On a dit tout à l'heure que les occlusions fébriles peuvent cacher une infection profonde, une appendicite, une pancréatite, une sigmoïdite. Donc, il faut chercher cette défense. Alors, il faut savoir que dans l'occlusion, il n'y a pas de contracture abdominale. La contracture abdominale, c'est un ventre de bois. C'est un ventre qui est contracté, qui est plat tellement il est contracté. Par contre, dans l'occlusion, il y a une distension abdominale. Il y a un abdomen qui est ballonné. Donc, on ne peut pas avoir une distension et une contracture. Dans l'occlusion, nous avons la distension, mais nous n'avons pas la contracture. Et il faut également préciser donc le siège de la douleur provoquée. L'enquête étiologique, c'est-à-dire lorsque, par exemple, vous avez une occlusion fébrile et que vous faites votre palpation profonde au niveau de la fosse iliaque gauche. Lorsque vous enlevez brutalement votre main, la douleur, elle est ressentie chez le patient au niveau. Ça va vous orienter vers l'origine, vers le siège exact de votre infection. La percussion, elle confirme le caractère tympanique de la distension. La percussion va nous confirmer le caractère tympanique, c'est-à-dire qu'il y a
de l'air dans les os intestinales. La percussion va faire la différence entre un aspect tympanique et mat. La matité égale liquide dans le ventre. Mais le tympanisme, c'est de l'air dans le ventre. Lorsque vous faites votre percussion et que vous sentez une sonorité, un tympanisme, là, ça sous-entend que le tube digestif, il est plein d'air. Donc, ça vous confirme la distension localisée. Par exemple, lorsque vous avez cette distension, elle est assez et que votre météorisme, votre tympanisme, il est hypogastrique. Là, il faut faire la différence, le diagnostic différentiel avec une tumeur abdominale et un globe vésical. Le globe vésical, ou la tumeur abdominopelvienne, elle est mate. Il y a du liquide. La tumeur, elle est solide. Le globe vésical, c'est du liquide. La vessie, lorsqu'elle est pleine, elle est pleine d'urine. Donc, c'est mat. On ne peut pas avoir de sonorité. Donc, le diagnostic différentiel, lorsque vous avez un météorisme localisé hypogastrique, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas prendre un globe vésical ou bien une tumeur abdominopelvienne pour un tympanisme dû à une occlusion. Donc, lorsque vous palpez, quelle que soit la pathologie, la région hypogastrique, elle apprécie donc l'intensité et la tonalité des bruits hydroaériques. Lorsque vous mettez votre stéthoscope sur la cavité abdominale, et l'auscultation, le chirurgien, vous n'avez jamais vu un chirurgien avec un stéthoscope, mais c'est gouillement, les bruits. Ça, c'est le péristaltisme des anses qui sont en train de lutter contre. Professeur, vous pouvez répéter le dernier point parce que Comment? vous avez eu un problème de connexion, on n'a pas entendu le dernier point. Alors, l'auscultation de l'abdomen, il apprécie, alors, à l'appréciation de l'intensité ou de la tonalité des bruits hydroaériques. Alors, vous n'avez jamais vu un chirurgien avec un stéthoscope. Nous, chirurgiens, on ne circule pas avec un stéthoscope. On n'en a pas trop besoin. Mais donc, lorsque vous mettez votre stéthoscope sur la paroi abdominale, vous allez entendre des gargouillements. Ce gargouillement, c'est quoi? Ce gargouillement, c'est le bruit du péristaltisme, du syndrome de lutte de cet intestin qui veut forcer ce passage qui est bouché. Et donc, lorsque vous mettez votre stéthoscope sur la paroi abdominale, vous avez le gargouillement qui signe le bruit, donc hydroaérique. La tonalité, les anses intestinales sont pleines de liquide et sont pleines d'air. Et ce péristaltisme du grêle qui veut pousser ce bol alimentaire pour la progression, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le syndrome de lutte. Et des fois, vous n'avez pas besoin de stéthoscope pour entendre les gargouillements. Quel est votre examen avec le toucher pelvien? L'ETR, le toucher rectal. Alors, le toucher rectal, il est souvent négligé, mais il est souvent très révélateur. Par exemple, le toucher rectal va vous dire l'existence ou non d'un fécalome. Lorsque vous faites votre toucher rectal, votre doigtier peut revenir souillé de matière ou bien un doigtier qui revient souillé de sang. Lorsqu'il est souillé de matière, vous allez dire qu'il y a des matières dans le rectum. Il y a un fécalome. Alors, le fécalome, il est très dur. Lorsque vous touchez, vous voyez une dureté pierreuse, des selles très, très dures. Ça, c'est le fécalome des patients qui sont constipés de nature. Comme lorsque vous faites votre TR, vous pouvez ramener votre doigtier souillé de matière, mais de consistance normale, habituelle. Comme votre doigtier, il peut revenir propre. Vous faites votre TR, mais lorsque vous tirez votre doigt, il est propre. Le gant, ça, c'est un rectum qui est vide. Alors, le TR également vous pouvez découvrir une tumeur qui siège au niveau du rectum. Vous pouvez palper une tumeur. Et c'est peut-être cette tumeur qui est à l'origine de l'occlusion. Comme également, lorsque vous avez par exemple une occlusion fébrile, suite à une péritonite par exemple, le TR, vous avez ce qu'on appelle le cri du Douglas. Lorsque vous faites votre TR
et vous poussez votre doigt vers le cul-de-sac de Douglas, le patient a très mal. Vous allez provoquer une douleur intense. C'est ce qu'on appelle le cri du Douglas, qui est synonyme, signe pathognomonique d'une péritonite, d'une irritation du péritoine. Alors, le TR, qui est souvent négligé, est très contributif. Il va vous montrer est-ce qu'il y a des matières dans le rectum, est-ce que vous avez une tumeur dans le rectum, est-ce que votre rectum est vide, et également, vous pouvez avoir le cri du Douglas provoquer une douleur à la palpation du cul-de-sac de Douglas. Tout ça, c'est clinique. On a examiné notre patient. Alors, le bilan biologique, vous avez le bilan biologique classique, comme pour tout malade. Vous demandez une formule numération sanguine. Dans cette formule numération sanguine, il faut préciser le nombre de globules blancs. Est-ce que le patient fait une hyperleucocytose? Est-ce qu'il est en leucopénie ou est-ce que le taux de globules blancs est normal? Également, vous devez également voir les plaquettes. Vous devez également voir au niveau de la formule l'hémoglobine. Est-ce que votre patient est en train de saigner? Est-ce que l'hémoglobine est basse ou pas? Il faut également continuer par le bilan de coagulation, le taux de prothrombine, faire un ionogramme sanguin, une créatinémie. Alors, quand je dis ionogramme sanguin, c'est natrémie, kaliémie, une créatinémie et un groupage sanguin. Ça, c'est le bilan classique. Maintenant, le bilan qui nous intéresse, nous, dans l'occlusion, pour le retentissement général de l'occlusion, il faut rechercher une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, le taux de durée, donc faire la fonction rénale. Et le ionogramme sanguin, il est primordial pour nous. On va rechercher l'hypocalémie surtout. Sur préopératoire, parce qu'en cas d'occlusion, il faut opérer notre patient. Le bilan préopératoire, c'est le bilan de coagulation, c'est le groupage et c'est la formule. Alors maintenant, sur le plan morphologique, vous avez des clichés standards sans préparation. L'ASP. L'ASP, c'est un cliché standard sans préparation qui se fait debout. Alors, quel cliché demander? Vous recevez votre patient qui a cliniquement une occlusion intestinale aiguë, vous confirmez cliniquement votre occlusion. Il faut la confirmer radiologiquement. Alors, quel cliché demander? Il faut demander un ASP de étant couché sur le côté, la générale n'impose. Alors, lorsque vous faites un ASP debout, il n'y a pas de problème. Mais si le patient est couché, vous ne pouvez pas voir les signes que vous cherchez à la radio. Si le patient est couché lorsque son état général ne permet pas de faire debout, alors là, il faut que le patient soit couché sur le côté et qu'il soit horizontal pour avoir les mêmes images qu'on est censé voir sur un patient qui est debout. Alors, les images types. Par de l'air. Alors, les images typiques de l'occlusion qu'on doit voir à l'ASP, c'est l'image hydroaérique. L'air est moins lourd que le liquide. Le liquide descend en forme, c'est-à-dire est-ce qu'elle est trop large, est-ce qu'elle est trop... Pardon, on n'a pas entendu. Votre connexion est un peu... Attendez une minute. Là, j'ai changé d'endroit. Alors, on a dit le type d'image qu'on est censé voir. Ça va mieux la sono? Oui, ça va mieux. Le type d'image qu'on est censé avoir à l'ASP, c'est le niveau, l'image hydroaérique. Cette image hydroaérique, il faut apprécier en regardant votre cliché la forme de cette image, c'est-à-dire est-ce qu'elle est trop large, est-ce qu'elle est trop haute? La taille, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, minuscule? Le nombre, est-ce que vous avez un seul niveau hydroaérique, une seule image, ou est-ce que vous en avez beaucoup? Et la répartition, c'est-à-dire est-ce que ce niveau hydroaérique, est-ce qu'il est réparti dans toute la cavité
péritonéales? Est-ce que vous en avez beaucoup? Ou bien est-ce qu'ils sont localisés au niveau parénectomate uniquement, ou bien la région épigastrique? C'est ça, préciser la forme, la taille, le nombre et la répartition. On va voir. Apporte souvent une aide au diagnostic de l'occlusion en précisant le type et le siège. Pourquoi? Lorsque l'obstacle siège sur le côlon, suivez-moi bien. Alors, lorsque les niveaux hydroaériques, ça c'est NHA, c'est niveau hydroaérique. Lorsque ces niveaux hydroaériques sont dus à un obstacle qui est sur le côlon, lorsqu'ils sont sur le côlon, ils sont périphériques. Ils sont plus hauts que larges, avec des illustrations. Alors ça, regardez, par exemple, ça, c'est une image de volvulus du côlon pelvien. Regardez la largeur. Lorsque vous avez des niveaux hydroaériques aussi larges, ça sous-entend que c'est d'origine colique. Regardez ici, ça, ils sont plus hauts que larges. Regardez la largeur, ils sont étroits mais hauts. Ça, c'est d'origine étroit et haut, d'origine grillique, iliale. Alors, regardez ces clichés. Je vous ai dit le nombre. On peut avoir 1, 2, 3, 4, il y en a beaucoup. Éparpillé sur toute la cavité abdominale. Elle peut être, par exemple, juste ici, comme là, c'est éparpillé toute la cavité abdominale. Et ça, c'est étroit et long. Au diagnostic de l'occlusion en précisant le siège. Alors, sur le côlon, lorsque c'est le côlon qui est distendu, ces niveaux hydroaériques sont périphériques, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus latéralement sur l'ASP. Ils sont très larges, ils sont très hauts, ils sont plus hauts que larges, avec des eustrations. Maintenant, sur le grêle, lorsque ces niveaux hydroaériques sont d'origine grélique, ils sont centraux. Là, par exemple, ça c'est la cavité abdominale, ils sont au milieu. Ils sont centraux à la radio. Ils sont plus nombreux, plus larges que hauts, avec des valvules connivantes. Parce que vous allez voir un épaississement, vous allez voir hydro-aérique. L'air et les liquides sont en bas. Et on n'a pas entendu. Ça s'est coupé. Oui, je vais refaire. Regardez. Lorsque vous avez une clinique, confirmée cliniquement, elle est confirmée radiologiquement en faisant un ASP. Cet ASP, vous le faites debout. Vous le faites sur un patient qui est couché sur le côté avec des rayons horizontaux. Ces rayons horizontaux vont venir couper le ventre du patient. Vous allez avoir les mêmes images que la personne qui est debout. Alors, un niveau hydroaérique, c'est quoi? C'est le liquide qui va descendre. Ça, c'est la loi de la gravité. Les liquides descendent et l'air monte. Et ils sont partagés, ils sont coupés, regardez, par une ligne horizontale. C'est ça un niveau. Ça, c'est le niveau. Ça, c'est un niveau. Et ça, c'est un niveau. On n'est pas censé avoir ça dans un cliché, dans un abdomen normal. Alors, ce qui est noir, c'est de l'air. Le liquide, il est en bas, on ne le voit pas, il est opaque. D'accord? Alors, ces niveaux peuvent être centraux, au milieu. Lorsqu'ils sont au milieu, ils sont d'origine grélique. Lorsqu'ils sont beaucoup plus périphériques, ils sont d'origine colique. Regardez. La boucle sigmoïdienne, ça c'est le côlon. Ça c'est un volvulus du côlon pelvien. Regardez qu'il est à l'ASP. Vous voyez un arceau. Ça c'est l'image d'arceau colique qui veut dire un volvulus du côlon sigmoïde. D'accord? Ça c'est d'origine grélique. Ça c'est iliaque. Qui sont très hauts, qui sont larges, qui sont centraux
au milieu et ils sont nombreux. Vous ne pouvez pas les compter. Il y a beaucoup de niveaux. Ça, c'est d'origine grélique. Donc, les niveaux d'origine colique sont périphériques, sont plus hauts que l'arche, avec des eustrations. Sur le grêle, ils sont centraux, à la différence, sont plus nombreux, sont plus larges que hauts. Regardez là, ils sont plus hauts que larges pour le côlon. Pour le grêle, ils sont plus larges que hauts, avec des valvules connivantes. Pardon, que veut dire des valvules connivantes? C'est ça, regardez. C'est l'opacité que vous voyez. Regardez, vous avez l'impression qu'il est... Vous voyez ça? Ça, vous le voyez à la radio. Radiologiquement, regardez, ça, c'est votre intestin. Ça, c'est l'air qui est noir. Regardez, vous avez les traits en blanc. C'est ça que vous voyez à la radio. Et vous avez un niveau sec ici, comme un trait tracé au stylo. Ça, c'est un niveau. Alors, cet ASP va nous dire qu'il y a occlusion, mais il ne va pas nous aider pour le diagnostic étiologique parce que les causes de l'occlusion sont nombreuses. Là, j'ai examiné mon patient, j'ai fait un cliché, j'ai des niveaux hydroaériques, mais j'ai une occlusion, mais je ne connais pas l'origine. Donc, je dois pousser mon exploration, alors là aussi également, regardez, ça. Alors ici, c'est une image que vous allez voir, ça, c'est une image en arceau colique et c'est toute votre carrière, si vous allez faire chirurgie, ça, c'est l'image en arceau au niveau du côté gauche du patient et qui signe un volvulus du côlon pelvien ou de la boucle sigmoïdienne. Ça, regardez ici, vous avez cette grosse clarté au milieu. Ça, c'est une image, regardez au scanner, ça, c'est une image d'un volvulus du sécom. Alors, le sécom, il est libre, accolé à la paroi et il s'est volvulé. Je vais vous montrer tout à l'heure les images du volvulus. Rappelez-vous de ces images, on va revenir tout à l'heure. Alors, l'ASP, comme on a dit, il va vous dire qu'il donc un examen scanographique ou la TDM, elle est systématique. C'est un examen de référence et c'est cet examen qui va vous donner le diagnostic pathologique, qui va vous dire pourquoi le malade est en occlusion. C'est un examen qui est disponible, que la réalisation, elle est rapide, mais il faut une opacification à l'iode. C'est-à-dire qu'il y a deux types de scanners. Il y a le scanner avec opacification par injection c'est opacification à l'iode, et vous avez le SPC, ou ce qu'on appelle sans injection. Alors, pour l'occlusion, pour être plus performant, il faut injecter. Pardon, docteur, on n'entend pas. Par exemple, multi-opéré va vous dire la présence ou non de bris. Docteur, on n'entend pas, ça se coupe souvent. Comment? Ça se trouve souvent. Je fais de mon mieux. Je crois que c'est un problème de réseau. Chaque fois que vous avez un problème, vous me dites. Parce que là, j'ai un problème de réseau apparemment. Alors, j'ai dit que le scanner, il va vous permettre de donner le diagnostic étiologique. Le scanner, il est très performant. C'est un examen de référence et il permet de donner le diagnostic étiologique, donc donner la cause de l'occlusion. C'est un examen qui est disponible, la réalisation est rapide, mais il faut opacifier. C'est un examen qui doit se faire avec mécanique. Il va nous dire, par exemple, chez le patient, c'est sur tumeur. Est-ce que chez les patients qui sont porteurs de cancer, est-ce qu'il y a une carcinose? D'accord? Et l'occlusion fébrile, il va nous dire, est-ce qu'il y a une masse? Est-ce qu'il y a une inflammation sigmoïdite ou une inflammation de la vésicule biliaire?
D'accord? Alors, rappelez-vous que l'ASP va nous montrer des images hydroaériques qui va nous dire il y a occlusion, mais qui ne va pas vous donner le diagnostic étiologique. Le diagnostic étiologique, il est donné au scanner. Alors, maintenant, on va faire un mot de physiopathologie. Alors, les conséquences métaboliques de l'occlusion, alors c'est des désordres métaboliques liés à l'occlusion, c'est la déshydratation et les pertes hydroélectrolytiques. Alors, la déshydratation, elle est due aux pertes de liquide. Cette perte de liquide, elle est due au vomissement et le liquide d'aspiration plus le troisième secteur intestinal. Vous voyez que le patient va perdre beaucoup d'eau, beaucoup de liquide. Il va vomir. Et vous allez mettre une sonde nasogastrique, donc vous allez aspirer l'estomac. Ça, c'est des pertes aussi, c'est des litres qu'il va perdre. Plus qui sont séquestrés dans le tube intestinal. Tout ça, alors il va y avoir une séquestration d'un volume d'eau, séquestration d'électrolytes, de protéines qui ne participent plus aux échanges hydroioniques. Donc, toutes ces pertes liquidiennes vont être à l'origine de la déshydratation et des pertes des troubles hydroélectrolytiques. Alors, la déshydratation sur le plan sémiologie clinique, dans le compartiment vasculaire, cliniquement, il y aura une diminution de la tension artérielle, une tachycardie, un défaut de remplissage veineux, donc c'est un malade qui sera vide. Vous allez essayer de piquer votre malade, vous n'allez pas trouver de veine. Tendance à une lipothymie, au changement de position, et il va casser cette duresse, donc il va avoir une oligurie. Ça, c'est sur le compartiment vasculaire. Compartiment interstitiel, vous allez avoir un pli cutané, des cernes périauriculaires et une hypotonie des globes oculaires. Dans le compartiment intracellulaire, ça va se manifester par de la soif, sécheresse des muqueuses du corps. Ça s'est coupé. Hein. Des troubles neuropsychiques. Mais c'est beaucoup plus diminution du transport d'oxygène, le bas débit périphérique et une déshydratation intracellulaire. Alors, les troubles psychiques sont plus volontiers à type d'agitation chez le sujet âgé, sujet jeune, pardon, et de désorientation, d'obligation chez le sujet âgé. Tout ça, bien sûr, tous ces éléments de déshydratation sont dus lorsque le patient traîne dans le temps, lorsque l'occlusion date de plus de 20 heures. Alors, lorsque le patient consulte aux premières heures, on n'arrive pas à la déshydratation. Mais lorsqu'il n'est pas pris en charge ou qu'il ne consulte pas à la séquestration des litres de liquide et donc la déshydratation. Alors, les désordres. Pardon, docteur, que veut dire un troisième secteur? Vous pouvez nous expliquer? Le troisième secteur, c'est la quantité de liquide qui se trouve dans le tube digestif. Vous avez un obstacle, vous avez une tumeur par exemple. Cette tumeur va empêcher le passage de liquide et du bol alimentaire, bien sûr. Alors, ce liquide, il va stagner dans la partie qui est bouchée. Et c'est ça le troisième secteur. Vous allez avoir des litres d'eau. Vous avez les sécrétions biliaires, les sécrétions pancréatiques, les sécrétions gastriques, sécrétions duodénales, plus l'alimentation du patient. Tout ça, tout cet apport liquidien va être séquestré, va être bloqué dans l'intestin grêle. Et c'est ça le troisième secteur. Vous avez une autre partie du troisième secteur, séquestration liquidienne. Vous avez également lorsque les anses vont être remplies de liquide. Ils vont se dilater. La paroi va devenir inflammatoire. Donc, le péritoine va réagir. Il va y avoir une sécrétion de liquide et donc il va y avoir du liquide en interrance également. Alors, regardez les quantités de liquide qu'il perd. Il va vomir. Vous allez mettre une sonde nasogastrique, vous allez, en plus du liquide qui sera séquestré dans le tube digestif et du liquide d'acide qui sera en interrance.
litre de liquide. C'est ça qui est à l'origine de la déshydratation. D'accord? C'est compris? Alors, Oui, déshydratation, vous avez le désordre acido-basique. Alors, l'équilibre acido-basique, il est trouble ionique. Il varie en fonction du siège. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Souvenez-vous que l'équilibre acido-basique, alors acidose ou bien alcalose, les troubles ioniques, ils vont être en fonction du siège et de l'étiologie de l'occlusion. Alors, nous allons avoir deux entités, soit une acidose métabolique, soit une alcalose métabolique. Sur le plan clinique, l'acidose, ce sera une hyperventilation. Alcalose métabolique sera une hypoventilation. Alors là, on va détailler un petit peu. Alors, pour les troubles ioniques, alors attendez. Voilà. Alors, pour ce qui est de troubles ioniques, trouble ionique, c'est en fonction, vous avez l'osmolarité, vous avez la composition du liquide digestif perdu ou d'occlusion haute, et vous allez avoir également une occlusion basse, distale, dans le duodénum, jéjunum. Alors, regardez, lorsque vous avez les occlusions sont hautes, c'est-à-dire situées, les vomissements sont abondants et précoces. Je vous ai dit tout à l'heure que plus l'obstacle est distal, il est bas, plus les vomissements sont tardifs. Par exemple, il faut par exemple 6 heures, 12 heures, 24 heures pour qu'il commence à vomir. Maintenant, dans l'occlusion haute, les vomissements sont abondants et ils sont précoces. Ils apparaissent les premières heures. Ça va avoir des conséquences d'une perte prépondérante de, qu'est-ce qu'on va perdre? L'obstacle, il est haut situé. Il est situé, par exemple, au niveau du jéjunum. On va perdre du liquide gastrique. Lorsque le liquide gastrique, il se perd, ce liquide gastrique, il est hypotonique. Il est acide et il est prédominant en chlore. Alors, regardez le liquide gastrique, c'est un liquide qui est acide, prédominance chlorée, hypotonique. Alors, lorsque vous perdez ce liquide gastrique, vous allez avoir une alcalose métabolique avec une hypochlorémie et une hypocalémie. Le liquide gastrique, il est acide. Si vous allez perdre des litres, vous allez tomber dans l'alcalose métabolique, l'hypochlorémie, qui est riche en chlore, et l'hypocalémie. Alors, cette alcalose métabolique, c'est une augmentation du pH et des bicarbonates. Augmentation pH bicarbonate va provoquer une hypoventilation alvéolaire de compensation. Donc, et plus la déshydratation est forte, plus l'hypoventilation alvéolaire est importante. Ça, c'est le liquide gastrique. Donc, liquide gastrique, souvenez-vous, il est acide. Liquide gastrique acide, on aura une alcalose métabolique. Le liquide jéjunal, c'est des sécrétions isotoniques abondantes, basiques, à prédominance sodée, le sodium, le Na+. Donc, liquide jéjunal basique, prédominance sodée, sodium. Alors, lorsque vous perdez ce liquide jéjunal, vous allez tomber dans l'acidose. On va perdre des bases. On va perdre une base et des ions. Donc, on va tomber dans l'acidose métabolique. Souvenez-vous que dans les occlusions hautes, vous allez perdre du liquide gastrique et du liquide jéjunal. Lorsque c'est le liquide gastrique qui est perdu, le liquide gastrique qui est acide, on va tomber dans l'alcalose métabolique. Lorsque le liquide jéjunal qui est basique est perdu, on va tomber dans l'acidose métabolique. Donc, acidose métabolique, c'est hyperventilation. Alcalose métabolique, c'est hypoventilation. Bradypnée, respiration superficielle. Ou bien une respiration avec des pauses prolongées. Ça, c'est un mot de physiopathologie. Maintenant, dans les occlusions distales, qui dit occlusion distale dit colique. Vous avez vomissement
L'aspiration digestive, vous allez mettre une sonde nasogastrique, vous allez aspirer l'estomac. Le liquide de stase intestinale ou bien la séquestration intestinale qui contient beaucoup plus la sécrétion biliaire. Pancréatique et beaucoup plus pancréatique que gastrique. Alors, plus on descend, plus ce n'est pas du liquide gastrique. Le liquide gastrique, il est plus haut, il est acide. Plus on descend, plus le liquide il est riche en sécrétion biliaire et pancréatique. Et donc, le déficit secondaire est global en chlore, sodium, potassium, bicarbonate, mais il est équilibré vis-à-vis du pH. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous mangez, le bol alimentaire, lorsqu'il descend dans l'estomac, il reçoit une acidité. L'estomac, c'est acide. Pourquoi? Quand il descend, ensuite, ce bol alimentaire, il va dans le duodénum. Vous avez de la bile. Lorsque le bol alimentaire est au niveau du duodénum, vous avez de la bile et des sécrétions pancréatiques. Pourquoi? Ils sont basiques. Ils doivent neutraliser l'acidité gastrique, brûler l'intestin. Donc, les sécrétions biliaires et pancréatiques, lorsqu'il arrive le bol alimentaire au niveau du duodénum, pour neutraliser l'acidité gastrique, c'est une solution qui est basique. Donc, après le duodénum, sinon le pH il va brûler l'intestin. À ce niveau-là, le déficit global, il est en chlore, en sodium, en potassium et en bicarbonate. Mais il est équilibré vis-à-vis du pH parce que l'acidité et les bases, c'est estomac et duodénum. Ça, c'est pour un petit mot de physiopathie. Maintenant, pour ce qui est des causes. On distingue grands types. Alors, nous avons soit par obstacle, et on parle alors d'une occlusion mécanique, soit c'est une paralysie intestinale, et on parle d'occlusion fonctionnelle. Donc, nous avons deux grands types d'occlusion. Vous avez les occlusions mécaniques qui sont dues à un obstacle et les occlusions fonctionnelles qui sont dues à une paralysie. D'accord? Alors, pour les occlusions mécaniques, nous avons deux mécanismes. Par strangulation, qui est une urgence extrême parce qu'elle peut aller jusqu'à la nécrose intestinale, ou bien par obstruction qui est liée à un obstacle pariétal qui peut être une tumeur ou bien un corps étranger, par exemple le phétobézoar. Maintenant, les occlusions fonctionnelles, elles correspondent à ce qu'on appelle un ileus paralytique. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'occlusion fébrile. Les occlusions fébriles, c'est un ileus paralytique. Vous avez imaginé un foyer infectieux, une péritonite d'origine appendiculaire. Il y a du pus dans la cavité péritonéale. Il y a du pus, il va y avoir une inflammation de la paroi intestinale. Cette inflammation va entraîner une paralysie de cet intestin. Il n'y a pas d'obstacle, mais il est paralysé. Il ne peut pas faire d'ondulation, il ne peut pas faire de péristaltisme pour pousser ce bol alimentaire. C'est ce qu'on appelle un ileus paralytique. Alors, cet ileus paralytique, il peut être témoin d'un foyer infectieux, peut être à côté d'un foyer infectieux, une appendicite, une péritonite, ce qu'on appelle l'occlusion fébrile. Il peut être également paralytique ileus, un foyer inflammatoire dans les pancréatites aiguës. Il peut être secondaire à du sang dans la cavité péritonéale, par exemple un hémopéritoine suite à un accident, comme il peut être ileus paralytique à une douleur intense, qui est la colique néphrétique, par exemple. Alors maintenant, ça, c'est les grandes occlusions, les principales causes d'occlusion. Alors, vous avez les occlusions mécaniques, vous avez strangulation et obstruction. Alors, vous avez au niveau du grêle, au niveau du côlon. Au niveau du grêle, par la strangulation, on va voir par exemple les brides ou les accolements chez les patients qui sont opérés auparavant, abdomen cicatriciel. Vous avez les hernies étranglées externes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut examiner les orifices herniaires inguinales et crurales, ou bien internes dans la cavité péritonéale. Vous avez également les éventrations étranglées, invagination intestinale aiguë, et vous avez le diverticule de Meckel. Ça, c'est dans les strangulations. Les obstructions, vous pouvez avoir des tumeurs, des bézoars, carcinose péritonéale, vous pouvez avoir des sténoses ischémiques, je vous ai dit tout à l'heure, les causes vasculaires,
Vous avez des sténoses, vous avez un hématome, la tuberculose, les maladies inflammatoires, tuberculose. Alors, pour le côlon, vous pouvez avoir l'estrangulation, le volvulus, le sigmoïde. Alors ça, c'est un volvulus du sigmoïde par strangulation. Il fait un tour. Tout à l'heure, je vais vous montrer le tour. Ça, c'est un volvulus du sécom. D'accord? Alors, le volvulus, on a dit, parmi les causes de strangulation, flux collant, volvulus du sigmoïde, du sécom, du transverse. Vous avez également les tumeurs, invagination intestinale sur tumeur. Alors, les obstructions, vous pouvez avoir un cancer colique, une sigmoïdite, les cancers pelviens, les sténoses ischémiques. Vous avez beaucoup de causes. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. D'accord? Vous pouvez même avoir des tumeurs bénignes, les gros polypes là qui sont obstructifs et même les fécalomes, ou bien un corps étranger rectal. Maintenant, pour les principales étiologies de l'ileus réflexe, ileus fonctionnel, ou les occlusions fonctionnelles, alors vous avez les principales causes, c'est les abdomens cicatriciels, les laparotomies. Lorsque vous opérez un patient, le premier jour, le deuxième, le troisième jour post-opératoire, le patient ne reprend pas son transit. C'est ce qu'on appelle un ileus fonctionnel. Ça, suite à une intervention chirurgicale. Alors, les principales causes, c'est le post-opéré. Alors, c'est l'occlusion ou l'ileus réflexe du post-opéré. Tout patient qui est opéré de la cavité abdominale ne reprend pas son transit le jour même. Maintenant, plus l'intervention est importante sur le tube digestif, par exemple un cancer colique, etc., plus l'ileus réflexe met du temps à se normaliser. Vous avez par exemple les hématomes, les traumatismes, la colique néphrétique, la pancréatite aiguë, l'hydrocholécystite, l'inflammation de la vésicule. Vous avez même les rétentions d'urine, un globe vésical chez les vieux lorsqu'ils font des globes vésicaux. Alors là, on peut avoir un ileus réflexe. Tout ça, c'est les causes, mais je vais vous citer les plus importantes. Vous avez les causes vasculaires, l'ischémie aiguë, le bas débit vasculaire, l'anévrisme et les dissections. Et vous avez les foyers septiques intrapéritonéaux, l'appendicite mésocéliaque. Alors, qui dit mésocéliaque, c'est un appendice dont la pointe va vers le centre. La pointe est en contact des anses. Ça donne ce qu'on appelle appendicite mésocéliaque. Une sigmoïdite, c'est une inflammation de la boucle sigmoïdienne. Une cholécystite. D'accord? Alors, ça, c'est les principales causes des occlusions fonctionnelles. Alors, regardez ici. Ça, c'est une image, c'est une occlusion mécanique. Alors, ça, c'est l'intestin grêle qu'on a ouvert. Hein. Là, vous voyez bien qu'on l'a coupé pour que vous voyez bien. Alors, ça, c'est l'intestin grêle. Le niveau d'obstruction, il est là. Alors, le niveau d'obstruction, il est là. Ici, l'obstruction, c'est faite par une bride, par exemple. Regardez, vous avez cette obstruction qui est complète, il n'y a plus de passage. Ça, c'est la partie dilatée, la partie qui est obstruée, dilatée, et ça, c'est un aplatissement complet de segment d'aval, le segment plutôt d'amont. Le segment d'aval est dilaté et le segment d'aval, il est complètement plat. Et ça, c'est le signe de Beck. Regardez, vous avez une bride ici. Par exemple, vous avez ici une bride qui fait une strangulation à ce niveau-là. Il n'y a plus de passage. Le segment d'aval est dilaté, le segment d'amont est plat, il n'y a rien qui passe. Et puis, vous avez cet aspect en signe de Beck qui signe une compression extrinsèque. Ici, par exemple, vous avez, alors regardez, ici, vous avez une anse qui est ouverte, qui n'est pas, elle n'est pas en forme, elle n'a aucune forme, elle est plate. Ça, c'est une anse qui est plate. Et ici, vous avez la bride. Ça, c'est une anse, regardez, elle fait comme un U. Ça, tout ça, c'est le grêle. Ça, c'est le grêle. Et puis, vous avez la bride ici. Elle bride, elle vient, elle fait une strangulation à la base des deux anses, ici. Alors, vous avez une dilatation de cette anse, et puis vous avez un aplatissement ici et ici. D'accord? C'est cette anse qui sera dilatée, qui sera très dilatée. Alors, ici, regardez, vous avez le même aspect, mais le mécanisme qui change. Ça, c'est une bride. Mais ça, c'est une torsion.
Vous voyez bien, regardez, ça c'est le mésentère. Le mésentère, c'est les vaisseaux qui alimentent cette anse. Et puis vous avez, elle est tordue, elle fait un tour de spire. Regardez, elle est liée, d'arc. C'est une torsion. Alors ici, la cause est une bride et ici, c'est une torsion. Alors ici, regardez, à ce niveau-là, vous avez cette bride qui vient faire une striction à ce niveau-là. Regardez, vous avez votre liquide qui stagne dans cette anse et vous avez votre méso qui alimente cette anse. Il est pris dans cette striction. Il est pris, donc il est comprimé. Cette anse, regardez, elle commence à changer de couleur. Là, c'est rose clair. Là, ça devient à devenir foncé. C'est une anse qui commence à souffrir. Alors, on peut avoir une seule anse qui est prise, comme on peut avoir plusieurs anses. Regardez ici. 1, 2, 3. 3 anses. Et ça, c'est une torsion de 3 anses. Regardez, avec le... Vous voyez bien ici que ces anses se remplissent de liquide. L'air, il est là. Le liquide, il est là. Elles deviennent lourdes. Et le sang ne passe pas convenablement. Et donc, elles vont souffrir. C'est pour ça qu'on dit que dans l'occlusion, c'est une urgence. La striction, c'est une urgence. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus l'ischémie va durer dans le temps et plus votre anse va souffrir et elles vont se nécroser. C'est pour éviter justement, il faut aller désobstruer, enlever cet obstacle pour que le sang puisse passer convenablement. Ici, Madame Nahami, oui. s'il vous plaît, il me reste un second cours derrière vous, c'est le professeur Riali. Donc, oui, c'est bon, j'ai fini. Il me reste quelques... Ok, merci, madame. Oui, j'ai fini. Il me reste Merci, quelques diapos, je termine. Merci, madame. Okay. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, le volvulus, vous avez un volvulus total du grêle. Regardez la flèche. Là, ça, c'est la haute intérieure supérieure. Et vous voyez tout le grêle qui est volvulé autour de un grêle qui va nécroser et donc ce sera incompatible avec la vie. Là, vous avez un autre type d'obstacle. Là, vous avez une tumeur du grêle qui fait obstacle. Et là, donc, le traitement chirurgical, la partie intestinale et à rétablir la continuité digestive. Ça, c'est des images. Ça, c'est une image de cœlioscopie. Ça, c'est une image de bride qui est prise sous cœlioscopie. Regardez, l'anse, elle est aplatie, elle est complètement comprimée par cette bride. Ici, on a opéré le malade à ciel ouvert. C'est une surbride, mais regardez, les anses sont nécrosées. Il y a eu une répercussion, une dévascularisation, une striction. Et ici est complètement une urgence thérapeutique. Le traitement donc il faut de l'occlusion, évaluer le retentissement, c'est la réanimation. Alors, la réanimation doit se poursuivre en péropératoire, en post-opératoire, jusqu'à la reprise électrolytique. Donc, il faut compenser les pertes liquidiennes et les pertes hydroélectrolytiques. Donc, donner du sérum salé, du sérum glucosé, avec une aspiration continue pour vider, une compensation hydroélectrolytique et bien sûr faire entrer Pardon, docteur, on vous entend pas. Docteur, on vous entend pas. On n'a pas entendu la dernière partie.